Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Hyundai impressionne avec sa Ioniq 6N 2026, qui représente la EV4 GT et des ventes records de véhicules électriques en octobre à l'échelle mondiale. Des beaux boss électriques à Chicago. L'envers du panneau, Stéphane nous parle du programme en cycle de vie de batterie lithium-ion du cégep de Shawinigan. Chronique Supercharge, on parle de freinage régénératif. Et en grande entrevue, on parle d'une application nommée ShareCharge qui permet de partager sa borne de recharge domestique avec d'autres utilisateurs en échange de rétribution financière. Puis là, nous, je pense que l'innovation, ça va être dans la façon dont on va encourager les gens à adopter ça. C'est ça qui va être un peu la grande différence. Puis d'en faire un réseau aussi développé, par exemple, que le circuit électrique. Bienvenue à l'épisode 210 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines, que vous n'êtes pas trop surpris par cette neige hâtive. On n'est plus habitué, on dirait, à tout le monde en région de Montréal. Peut-être que les autres régions du Québec, c'est différent, mais on a eu beaucoup de neige pour un début de novembre. On n'est pas habitué à ça. On est un petit peu pris de court. Ceux qui n'avaient pas mis leurs pneus d'hiver, en tout cas, il faut revoir à ça et ce, très rapidement pour rester sécuritaire sur les routes. On sort également de la période des salons. Là, il y a beaucoup de salons de l'auto qui ont eu lieu. Il reste celui de l'Outaouais, je pense, qui s'en vient à court terme. Mais sinon, on a quand même eu beaucoup de salons. Beaucoup d'intérêt, encore une fois, sur les voitures électriques. Et surprenamment, ou pas, à vous de le dire, on constate que l'intérêt et les ventes sont toujours là, malgré ce qu'on entend encore et toujours dans les médias. Bien sûr, il y a une baisse ou une abolition de certaines subventions. Bien sûr que ça a forcément un impact. Le contexte aussi économique a un impact, mais ça reste que les voitures électriques ont toujours la cote et ça représente toujours une proportion importante des ventes de voitures chez les concessionnaires qui ont à la fois de l'électrique et de l'essence. Là, eux constatent qu'ils vendent encore beaucoup de voitures électriques. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par Daniel Breton lors du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, Salon de l'auto de Saint-Hyacinthe, devrais-je dire, parce qu'il n'y a pas juste de l'électrique. Et les concessionnaires, en fait, sur place, en témoignent. C'est encore 20 à 30 % de leurs ventes qui sont des véhicules électriques. Donc, l'intérêt est toujours là. Les modèles sont là aussi, de plus en plus de modèles. Donc, si vous êtes toujours en réflexion, continuez dans la bonne direction, posez des questions, visitez le site web de l'AVEC, utilisez également le programme de jumelage de l'AVEC qui vous permet d'essayer gratuitement et sans aucune contrainte ni obligation des voitures électriques. Je pense que c'est la meilleure façon de vous familiariser avec tout ça. Écoutez, on a beaucoup de choses aujourd'hui à vous parler. On a toujours une chronique très intéressante, l'envers du panneau avec notre ami Stéphane Daou. On a également une belle chronique de Laurent Gigon qui va nous parler de freinage régénératif. On entend beaucoup parler de ça. On va en parler avec un peu plus de détails dans quelques instants. En grande entrevue, on a aujourd'hui quelqu'un qui va nous présenter un outil, un logiciel en fait, qui nous permet de rendre disponible notre borne de recharge à la maison pour que d'autres personnes, moyennant des coûts qu'on aura préétablis dans l'application, des gens pourront venir se charger à la maison. Donc, ça nous permet de rentabiliser financièrement notre borne de recharge domestique. Intéressant comme concept qui existait déjà avec des applications comme PlugShare, etc. Mais on essaie d'aller là un pas plus loin avec cette application-là. Donc, on en parle également dans quelques instants. On a également une 8e chronique de Retour dans le rétro, qui est une chronique historique sur l'histoire des véhicules électriques. Aujourd'hui, on parle du transport en commun électrique. Écoutez ça, c'est très intéressant. Et toutes les chroniques se retrouvent sur le site web de l'AVEC, également dans les guides. Vous allez avoir accès à un résumé de ces chroniques audio-là si vous voulez les écouter. Alors, sans plus tarder, je vous propose immédiatement d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Il fut un temps dans les années 80-90 où on n'aurait pas donné cher de la peau des voitures coréennes qui n'étaient pas synonymes de grande qualité et pourtant maintenant, dans l'électrique, elles se démarquent de façon exceptionnelle. Ils en ont parcouru du chemin, voire même en surpassant plusieurs modèles japonais et après avoir regagné une partie de la confiance du public, Hyundai continue de surprendre avec sa version Performance N, qui fait déjà ses preuves avec des modèles comme le Veloster N et l'Elantra N, mais aujourd'hui, la marque pousse encore plus loin l'expérience sportive avec une berline 100% électrique, la Hyundai Ioniq 6 N 2026. C'est un monstre de puissance électrique et Hyundai n'a pas conçu la Ioniq 6 pour battre des records d'autonomie avec une portée estimée de 375 km. Elle vise plutôt une performance sous le capot et plutôt, je devrais dire, sous le plancher, se cache une mécanique à 2 moteurs totalisant 601 chevaux, voire 641 chevaux pendant les 10 premières secondes grâce à la fonction N-Green Boost activé par un bouton sur le volant. Basé sur une plateforme EGMP déjà éprouvée par la Ioniq 5N, cette version profilée est de calibre spécifique avec un différentiel arrière virtuel à verrouillage électronique, possède également une gestion du couple en temps réel qui offre un contrôle remarquable en virage, tandis que le système de préchauffage de la batterie ajuste sa température selon le type de course de 20 à 30 degrés C pour la piste et de 10 à 20 degrés C pour l'endurance et de 30 à 40 degrés C pour la drague. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, l'information se trouve également sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Restons dans les voitures coréennes. Kia lève le voile sur la future EV4 GT, une électrique déjà pleine d'audace. Alors même que la EV4 n'a pas encore fait son entrée chez les concessionnaires canadiens, le constructeur coréen joue la carte de l'anticipation en dévoilant les premiers aperçus de la version GT, une berline électrique. Pour l'instant, aucun détail technique n'a été révélé concernant la EV4, mais Kia a tout de même trouvé une façon originale de piquer la curiosité. En effet, plutôt que de camoufler le prototype comme le font habituellement les constructeurs, la marque a choisi de l'habiller d'une pellicule décorative flamboyante. À première vue, le design de la pellicule attire l'attention. Elle intègre une teinte vert lime, signature visuelle emblématique des modèles GT de la marque. Et ce clin d'œil n'a rien d'anodin. Il confirme que cette déclinaison de la EV4 s'inscrira dans la même lignée sportive que la EV6 GT et la EV9 GT, déjà bien connues pour leur puissance et leur dynamisme. La stratégie de communication de Kia diffère donc des conventions. Plutôt que de masquer son futur modèle, le constructeur assume son audace, affichant fièrement une esthétique qui révèle une caractéristique énergétique performante, attendue, bien entendu, de la gamme GT de la marque. N'en déplaise à ceux qui ne se renseignent pas avant de publier, on atteint maintenant des ventes records mondiales de véhicules électriques en forte hausse pour le mois d'octobre. Les ventes mondiales entièrement électriques et hybrides rechargeables ont bondi de 23 % en octobre, atteignant 1,9 million d'unités selon les données publiées il y a une semaine par le cabinet d'analyse RowMotion. Cette croissance est de portée tout à fait exceptionnelle et est expliquée par une demande soutenue par les principaux marchés. Et pourquoi c'est important? Car l'Europe s'est distinguée par une progression notable, une forte demande en
Allemagne, France, Royaume-Uni, entre autres, malgré un léger ralentissement global après un mois record. L'Union européenne a par ailleurs approuvé de nouveaux projets qui sont liés aux batteries, renforçant la dynamique du secteur. La Chine, tant qu'à elle, premier marché mondial de l'automobile électrique, représente plus de la moitié des ventes mondiales de véhicules pour le moment. Selon Charlie Lester, responsable des données chez Romotion, la parité des prix entre les véhicules électriques et thermiques est beaucoup plus proche en Chine qu'en Europe et en Amérique du Nord. Le district scolaire 129 de West Aurora, dans la région de Chicago, a lancé, il y a quelques jours, 27 autobus scolaires entièrement électriques Bluebird, qui sont maintenant le plus grand parc d'autobus scolaires exploité dans la région de Chicago. Le parc de véhicules réduira, dis-je, les émissions dans la collectivité, les coûts d'exploitation et offrira une expérience plus silencieuse et plus confortable aux étudiants et aux conducteurs. L'initiative reflète le leadership continu de West Aurora en matière de l'efficacité opérationnelle et du rendement environnemental dans l'ensemble des écoles, y compris les investissements dans l'énergie solaire, des améliorations au bâtiment et des efforts de réduction des déchets. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique L'envers du panneau est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont pris au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Ici Stéphane Daou et bienvenue à l'envers du panneau. Avec l'électrification des transports, vient aussi les questions sur le cycle de vie des batteries et le recyclage. Ça donne lieu aussi à beaucoup de mythes. De là l'importance de la bonne formation dans des lieux d'enseignement reconnus comme le Cégep de Shawinigan. Je me suis entretenu avec Pierre-Yves Roussel et Bastien Théron sur le nouveau programme sur les cycles de vie de batteries lithium-ion. C'est une longue entrevue qui va être présentée en hors-série, mais je vous en présente un extrait. On s'est dit, c'est beau, on va former des travailleurs, là, mais là, il n'y en aura peut-être pas une tonne au début, puis ça va peut-être prendre du temps. C'est correct de mettre sur la table l'offre qu'on a, puis d'améliorer les programmes pour que ça réponde aux besoins des gros joueurs qui viennent s'installer à Bécancour. Mais à travers tout ça, il y a ce qu'on appelle la transition énergétique et tous ceux qui sont déjà dans l'action, fait que ceux qui réparent des véhicules, qui vendent des véhicules, qui en vendent. Puis là, on s'est vite rendu compte que ça prenait du perfectionnement rapide, de courte durée pour s'adapter aux besoins des travailleurs. Puis c'est là qu'on a mis sur pied là, nos 6 formations de perfectionnement. Mais dans nos 6 formations, là, c'est pas loin de 200 heures de contenu. Puis il y a des formations qui vont être un peu plus longues. Au départ, là, on y va dans une formule en ligne où on ouvre des sessions avec un horaire précis, mais on pourrait prendre des morceaux de ça, prendre un 3 heures, prendre un 6 heures, un 7 heures de tout ce matériel-là, puis d'être capable de pouvoir l'amener puis de l'adapter aux fameuses réalités de chacun, que ce soit au niveau mécanique ou que ce soit pour les vendeurs, par exemple, si on parle de concessionnaires automobiles, mais on pourrait aller dans d'autres, là, même au niveau pour les fabricants. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, essayer de toucher un plus grand éventail possible, tant au niveau de la sécurité, de l'utilisation et de l'introduction, parce qu'il faut commencer à quelque part. Pour son nouveau programme, le Cégep de Shawinigan est allé chercher des experts comme Bastien Théron qui ont contribué au programme et à la formation. Il nous explique de quoi il s'agit. On prend des experts puis des gens de centres de recherche ou des gens comme Bastien qui ont les deux mains dedans parce qu'on veut amener un certain niveau de nos formations puis un professionnalisme que vous allez retrouver dans tout ce contenu-là, de ce 200 heures de contenu-là, séparé sur 6 formations. La première, c'est une formation qui s'adresse à un public vraiment large. Ça peut être du monsieur, madame, tout le monde, mais en général, c'est quand même les travailleurs. Et là, on va chercher plus les concessionnaires auto, les vendeurs, les techniciens. On va chercher les membres des associations. Je pense à la Propulsion Québec, je pense à la VTI. Eux-mêmes, oui, on prend des personnes, on va chercher des personnes pour leur donner une job dans ce genre d'association, de groupe, mais ces personnes-là ne sont pas nécessairement au fait de c'est quoi une batterie lithium-ion, donc des personnes en communication, en marketing, en tout ça, mais c'est mieux, selon moi, qu'ils sachent de quoi ils parlent réellement.
Donc, on a l'introduction. Ensuite, on a une formation qui est basée vraiment sur les matériaux critiques et stratégiques. Celle-là qui est faite en lien avec le CNET, puisque c'est vraiment leur expertise. Donc, tout ce qui est, je parle de graphite, de nickel, d'aluminium, de cobalt, de manganèse, tout ce qu'on a besoin pour faire une cellule lithium-ion. On a une autre formation sur l'utilisation de la cellule lithium-ion. Celle-là, elle est vraiment plus technique. On parle de quelque chose qui s'adresse plus à des concepteurs, pas nécessairement des ingénieurs électriques, puisque c'est des choses qu'ils vont savoir, mais des personnes qui vont concevoir ou des personnes qui sont aux achats stratégiques, qui sont supposées aller chercher un fournisseur pour des batteries et des moteurs et ce genre de choses, et pour leur donner l'information, en fait, le langage parlé dans le domaine pour qu'ils sachent de quoi ils ont besoin. Et quand l'ingénierie leur demande quelque chose, qu'ils comprennent d'où est-ce que ça vient. Moi, c'est des choses dans ma vie auxquelles je me suis heurté là-dedans. On a une autre formation qui est sur la deuxième vie et le recyclage des batteries lithium-ion. Beaucoup de mythes et de désinformations là-dessus. Donc, on vient rattraper ça. Puis, il peut y avoir beaucoup d'entreprises qui veulent tirer profit de la deuxième vie d'une batterie lithium-ion. On a à Trois-Rivières, on a un Genex qui fait du recyclage de batteries, réutilisation en réalité, mais on peut pousser ça encore plus loin, donc on veut aborder ce sujet-là. Une cinquième formation qui considère en fait l'utilisation de la batterie de deuxième vie dans le cas d'un ce ne serait pas un véhicule to grid, ce serait un battery to grid, donc dans le fond énergie stationnaire, utilisation deuxième vie. Comment fonctionne le réseau électrique? C'est des choses que peu de gens savent. Comment fonctionnent des panneaux solaires, des éoliennes? Pourquoi l'utilisation de batteries là-dedans? Donc, on va parler de ça. Et notre dernière formation, c'est la sécurité. Donc, en fait, les dangers c'est du lithium-ion. Donc, nécessairement les dangers électriques, l'électricité et le corps humain. Encore une fois, des informations que je pense qui sont très pertinentes et que tout le monde devrait savoir, puisque jusqu'à présent, je pense que ce que les parents disent aux enfants et ce que l'école dit aux enfants, c'est mettez pas les doigts dans la prise, l'électricité c'est dangereux, tu peux mourir. C'est pas mal juste ça, mais on sort de là avec une peur face à l'électricité. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes en véhicule électrique, non, je veux pas ça, là, tu sais, l'électricité c'est dangereux. Oui, mais une tank à gaz, c'est un explosif, c'est une bombe, c'est aussi dangereux. En fait, c'est plus dangereux. C'était Bastien Théron et Pierre-Yves Roussel du Cégep de Shawinigan pour le programme sur le cycle de vie des batteries lithium-ion. Je vous présente l'entrevue entière dans un hors-série prochainement. Merci de votre écoute. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de discuter avec François Boutin-Dufresne, qui est CEO et cofondateur de l'entreprise ShareCharge. Bonjour François. Bonjour Martin, merci de m'avoir à ton émission. Ben, ça me fait plaisir. Et puis, écoute, je suis content de te parler parce qu'on entend parler de vous autres depuis quelques semaines. Vous êtes là depuis un peu plus longtemps que ça, mais depuis quelques semaines, là, on sent que ça bouillonne. Puis j'aimerais qu'on puisse prendre un peu de temps aujourd'hui, premièrement, pour présenter ShareCharge, que les gens comprennent ce que c'est. Et puis, commençons donc par te présenter. Qui es-tu? Tu es probablement électromobiliste. Quelle voiture électrique conduis-tu?
Effectivement, je suis électromobiliste depuis à peu près 6 mois et je conduis une Kia EV9 que je me suis procuré pour trimballer ma petite famille. Et justement, c'est en lien avec la fondation de ShareCharge, justement. Donc, je me suis rendu compte que plusieurs endroits au Québec restaient des déserts de recharge et nous avons tous expérimenté ça à titre d'électromobiliste, l'anxiété de la recharge ou le problème de se recharger à certains endroits où il n'y a pas de recharge publique. Et c'est dès là qu'est m'est venue l'idée de lancer ShareCharge, accompagné de mon cofondateur, Jay Bouvier. OK. Donc, parle-nous un peu, là, tu parles de trouver une solution à la recharge. Donc, ShareCharge, c'est une solution pour aider au déploiement ou à l'accès, je devrais dire, à des points de recharge. Peux-tu nous expliquer en gros ce à quoi consiste l'application? Écoutez, l'application, c'est pas compliqué. C'est qu'au Québec, on est 400 000 électromobilistes, puis on est à peu près 4-5 millions en Amérique du Nord. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui a un véhicule électrique a probablement aussi un point de recharge à la maison. On peut assumer que peut-être 80-90% des électromobilistes qui ont un point de recharge à la maison et que ce point de recharge à la maison, sa borne de recharge, fait rien 95% du temps. Donc, l'idée m'est venue lorsque je suis allé en banlieue de Québec, à Lévis, en fait, chez ma mère, passer quelques jours. Puis j'aurais bien voulu me recharger quelque part en banlieue de Québec, pas très loin de chez ma mère. Et il n'y avait aucune borne de recharge public disponible à moins de 3-4 kilomètres. Puis bon, vous savez c'est quoi? Il faut se rendre. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'elle soit fonctionnelle. Mais il y avait une borne de recharge à la 3e maison à côté chez quelqu'un que je connaissais pas, qui était effectivement la 3e voisine de ma mère. Mais bon, les gens se parlent pas toujours nécessairement non plus. Mais j'aurais trouvé ça très pratique de pouvoir me recharger là. Ça m'aurait rendu un service. Puis en plus, la personne aurait pu me prêter sa borne de recharge puis aussi faire un revenu avec ça parce que la borne de recharge n'était pas utilisée à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, il y a sûrement d'autres gens qui ont le même problème que moi. Puis il y a sûrement d'autres gens aussi qui ont des bornes de recharge comme ça qui sont pas utilisées pour une grande partie de la semaine, qu'on peut mettre à la disposition des autres. Donc, rendre un service à la communauté, mais aussi pouvoir profiter de ce service-là lorsque nous-mêmes, on est en déplacement ailleurs. Et il y a toutes sortes de cas d'utilisation aussi pour ShareCharge. Donc, pas juste les gens qui se déplacent dans une autre ville, quoi que ce soit, mais penser aux gens, par exemple, qui habitent en appartement, qui ont un véhicule électrique, mais qui n'ont pas de point de recharge à leur appartement même, parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt pour un propriétaire de bloc appartement de mettre un point de recharge qui coûte quand même assez cher. Mais ces personnes-là pourraient aller se charger n'importe où ailleurs dans leur quartier chez quelqu'un qui a de la place et une borne de recharge disponible. Donc, essentiellement, le produit on a un site web qui s'appelle sharecharge.io pour l'instant qu'on a déployé il y a quelques semaines. Et on a des applications téléphoniques qui s'en viennent, Android, iOS aussi, qui s'en viennent au cours des prochaines semaines, qui sont présentement en mode test. Et ça, justement, ça va pouvoir connecter cette communauté-là de 400 000 électromobilistes au Québec, 4-5 millions en Amérique du Nord. Ceux qui ont des bornes de recharge et ceux qui ont des véhicules électriques vont pouvoir pouvoir accéder à tout ce réseau-là à travers nos applications. OK. Évidemment, puis je ne dois pas être le premier là, à te poser ce genre de questions-là. Il y a déjà des applications qui font des trucs semblables. PlugShare qui existe. Moi, je conduis électrique depuis presque 15 ans. Ça va faire bientôt 15 ans. Là. Puis il y a 13 ans, j'utilisais PlugShare qui me permettait de voir les bornes des propriétaires de voitures électriques dans mon quartier. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Je pense qu'on était moins de 50 au Québec. Mais ben bon, tranquillement, pas vite, ça s'est construit. Puis on pouvait se partager, se donner accès à nos bornes comme ça. Il y a quelques années, 2 ans à peu près, Foresta est arrivé avec un système semblable avec, évidemment, la facturation. En quoi votre système se distingue des applications qui existaient déjà pour le faire? En fait, c'est un peu la même idée. Donc, le concept de base est un peu le même. C'est juste que les réseaux, il y en a plusieurs qui existent. Ce sont des réseaux qui sont fragmentés, Foresta, PlugShare. Si on regarde la quantité de bornes que sur ces cartes-là, puis il y en a d'autres aux États-Unis aussi. Là. Puis en m'achetant un véhicule électrique, j'ai dû faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui existait. Puis c'est long, puis c'est pas tout le monde qui sait ça. Puis c'est parce que c'est fragmenté. Donc, moi, si je parle aux gens que je connais qui ont des véhicules électriques, 99% des gens me disent qu'ils connaissent pas ça, ce genre de réseau-là. Donc, clairement, il y a un problème soit d'adaptation de la technologie, soit que c'est trop fragmenté. Donc, nous, en fait, l'application web, tout ça, iOS, téléphonique, tout ça, c'est pas ça qui est si compliqué maintenant, la technologie avec l'intelligence artificielle, programmer des applications. Tu sais, c'est beaucoup plus simple que c'était il y a même 2 ans. Donc, l'idée, c'est une question d'adoption. Puis là, nous, je pense que l'innovation, ça va être dans la façon dont on va encourager les gens à adopter ça. C'est ça qui va être un peu la grande différence. Puis d'en faire un réseau aussi développé, par exemple, que le circuit électrique. Donc, l'idée, c'est que, assumant qu'il y a 400 000 électromobilistes au Québec, mettons qu'il y a juste 10% de ces 400 000 personnes-là embarquaient sur le réseau, ben ça nous ferait 40 000 bornes niveau 2 de plus sur le réseau par rapport à ce qu'on a chez Circuit électrique, qui est peut-être 8 000 bornes niveau 2. Donc, vous voyez, on pourrait multiplier par 4 assez rapidement le réseau de recharge au Québec, sans coût à l'État, sans coût
en 1 an. Donc, il y a une question d'adoption, puis c'est ça notre stratégie, puis c'est un peu ça le secret de la sauce. Oui. Écoute, ce que tu dis là, François, est fort important parce que c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu du socio-développement, c'est-à-dire que c'est les gens qui possèdent déjà, il n'y a personne qui va embarquer là-dedans, qui va s'acheter une borne pour ça. J'imagine là, que votre clientèle de base, c'est, et tu l'as dit tantôt, monsieur, madame, tout le monde qui a acheté une borne puis qui installe une borne dans la maison parce qu'il y a une voiture. Donc, l'équipement est déjà là, est déjà installé. Ah oui. Et là, tu dis aux gens, voulez-vous embarquer dans notre affaire? Vous allez être disponible sur notre plateforme, puis vous allez pouvoir générer des revenus avec votre borne. Donc, le nerf de la guerre, c'est que les gens embarquent parce que si la plateforme est là puis que vous avez 12 clients, c'est 12 points de recharge au Québec, c'est pas très intéressant. Si vous en avez 4 000, 40 000, là, ça commence à devenir intéressant. Donc, le secret n'est peut-être pas l'application en tant que telle, comme comment on fait pour s'assurer que les gens adhèrent et que l'outil devient pertinent parce qu'il est garni. La pertinence de l'outil, c'est combien il est garni. Donc, je dois conclure que vous avez une approche où vous êtes en train de réfléchir, où vous avez déjà une approche de recrutement autrement plus robuste que les applications qu'on a mentionnées précédemment. Oui, puis tu sais, j'enlève rien à ce qui a été fait au début, puis ça a encore une valeur, tout ça. C'est juste que nous, ça va être un peu différent. Puis aussi, je pense que l'aspect transactionnel de la chose, nous, on veut que ce soit un peu comme Airbnb/Uber. Donc, tu sais, en ce moment, ce qu'on fait, c'est que ce qui m'est arrivé finalement, pour revenir à l'histoire, lorsque j'étais dans un désert de recherche sur la rive sud de Québec, j'étais allé chez la troisième voisine de ma mère, je lui ai dit, est-ce que je pourrais me recharger chez vous, 10 heures de temps, puis en échange de quoi, je lui ai donné une bouteille de vin. T'sais, ça, c'est cool, mais ça, on fonctionnait comme ça, mettons, il y a 20 ans. Oui, avec PlugShare, on fonctionnait comme ça il y a une dizaine d'années. Je te dirais, je me suis chargé pour des bouteilles de vin à quelques reprises. Bon, c'est ça. Mais l'idée, c'est de dire aussi, on veut juste s'assurer que, parce que, tu sais, PlugShare, c'est pas parce qu'elle est là, la borne, que vous pouvez aller vous charger nécessairement et ça va fonctionner. Moi, quand je veux me charger, il n'y a rien de pire qu'un électromobiliste qui reste pas beaucoup de pourcentage ou qui compte sur une borne puis ça fonctionne pas. On veut justement assurer la fiabilité de ce réseau-là. Donc, c'est comme une belle résilience aussi par rapport aux autres alternatives, que ce soit circuit électrique ou d'autres. On va assurer ça. Donc, il faut s'assurer que la borne est vérifiée, que la personne va aussi avoir la certitude que si jamais je réserve une plage horaire sur ShareCharge pour aller me charger de 5 heures à 10 heures le soir à la borne XYZ chez quelqu'un, si je vais, effectivement, ça va marcher. Puis un peu cette certitude-là que même parfois avec le circuit électrique ou d'autres circuits, comme vous le savez, de charge rapide sur le bord des autoroutes, ça ne marche pas tout le temps. Puis ça, c'est vraiment fatigant. Donc, on va enlever un peu cet irritant-là avec ça. Donc, c'est un peu ça l'idée de cette technologie-là. Effectivement, ça en vient une question d'adoption. Puis PlugShare, c'est que nous, on développe un réseau d'électromobilistes. On ne développe pas juste une application. Tu sais, PlugShare, c'est une application, c'est super bon, ça joue son rôle. Il y en a d'autres, comme vous avez dit. Mais nous, notre mandat premier, c'est de développer un réseau d'électromobilistes avec lequel l'application va venir, puis d'autres choses vont venir aussi. De quelle façon, François, vous allez assurer le respect de la disponibilité? Donc, par exemple, si moi, je réserve pour la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous quelque part, je sais que j'aurai besoin de me charger, je vois que dans l'application sur votre site web qu'il y a une borne à 3 maisons de là, et là, je me réserve un bloc de 4 heures là, où je sais que je vais être là, puis je vais me brancher là pendant 4 heures. Qu'est-ce qui garantit que le monsieur en question, il a pris le temps de regarder qu'il y avait une réservation puis qu'il va s'assurer que, premièrement, l'accès à son stationnement, là, je parle d'accès physique au stationnement, va être là, de 1, et de 2, que la borne va être disponible. Est-ce qu'il y a un contrat? Parce que, puis je finis avec ça, là, je conclue avec ça. Dans le cas, tu parlais de Airbnb tantôt, quand on loue un Airbnb, on n'a pas ce réflexe-là de se dire « j'espère que l'appartement va être disponible mais que j'arrive » parce que c'est une business, là, tu comprends? Là, eux autres, on sait que si jamais ils ne respectent pas, ils vont se faire kicker out assez vite puis il va y avoir des répercussions. Est-ce que vous avez un peu cette approche-là? Parce que c'est facile de se dire « je m'inscris à ça » puis les gens pourront réserver, mais ça fait 3 semaines que je n'ai pas ouvert l'application puis que je n'ai pas checké, j'ai des réservations. Puis il y a un party chez nous ce soir-là. Le monsieur, il arrive, la cour est pleine, la borne n'est pas disponible, il est obligé de venir cogner, ce qui est peut-être malaisant un peu pour du monde, là, de faire ça, des choses comme ça. Oui, non, mais on a pensé à ça, effectivement, puis c'est ça qu'on va éviter. Donc, si vous téléchargez l'application ShareCharge, lorsqu'elle sera disponible sur les téléphones, lorsque quelqu'un va se réserver une plage horaire chez vous, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone qui va vous rappeler que, OK, Martin vient se charger chez moi de 5h à 10h la semaine prochaine. Est-ce que vous acceptez oui ou non? Puis là, vous allez avoir un reminder le jour même ou avant la plage de recharge que quelqu'un va venir. Donc, assurez-vous que votre stationnement est prêt. Puis aussi,
dites-vous qu'un peu comme dans Airbnb puis Uber, vous allez avoir un rating également à titre de locateur de borne et aussi à titre d'utilisateur. Donc, si Martin loue sa borne puis il n'est pas fiable, il n'aura pas un super rating. Mais s'il est très fiable puis il dit, bon, tu sais, il est tout le temps là, la borne est toujours disponible, aussi, on va pouvoir le savoir. Donc, c'est vraiment, encore une fois, d'appliquer ce qui a été fait aux autres applications à ShareCharge, puis justement de faciliter, puis d'assurer. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on organise la recharge de façon optimale entre les gens pour que ce soit pas compliqué, pas stressant, on se casse pas le basic. Donc, c'est ça notre truc, parce qu'on s'est rendu compte que les autres applications, tu sais, c'était un peu comme on dit en anglais, hit or miss. Donc, on sait pas trop, tu sais, plug share, ça marche-tu, la carte est-tu là, on peut-tu payer, veux-tu, elle va-tu marcher la borne? Parce que c'est l'autre chose aussi, c'est que si tu vas pas arriver quelque part et qu'on se rend compte que la borne ne fonctionne pas. OK. Est-ce que vous assurez une gestion connectée de la borne du client ou c'est une plateforme complètement en marge, un peu comme Airbnb, c'est-à-dire que les gens vont vous payer à vous pour le service, puis vous allez repayer le client, mais vous ne contrôlez pas l'accès de la borne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une connexion au CPP qui fait que moi, je n'ai pas réservé, puis je vais chez le monsieur en question, puis je me connecte. Est-ce que la recharge va démarrer ou je dois absolument avoir réservé pour que vous autorisiez une recharge via l'application ou c'est complètement déconnecté? Là, il n'y a aucune connexion informatique entre la borne du client et votre application. C'est une très bonne question, Martin. Donc, nous, la première version de l'application, ça marche sur la confiance. Donc, sur les ratings, on fait confiance au monde. Puis je pense que la communauté d'électromobilistes, justement, c'est une excellente communauté pour ça, parce que c'est des gens raisonnables. En plus, il y a tout l'aspect de réputation qu'on va avoir avec des ratings. Cela dit, dans le pipeline, on a aussi l'idée de développer la connexion au CPP pour les versions à suivre de l'application, où là, on va pouvoir gérer la borne connectée. Okay? Puis l'autre chose, il faut se dire aussi que c'est le fun des bornes connectées, mais 80% des bornes au Québec qui sont déjà installées chez les gens ne sont même pas sur le Wi-Fi. Donc, là aussi, il y a un gros marché là, d'optimisation parce que ces bornes-là, on ne peut pas les connecter à moins qu'on les rétrofite. Puis, on a même un projet de hardware chez ShareCharge où on voudrait rétrofitter ces bornes-là, disons que j'appelle de première génération, pour les rendre intelligentes. Et si on arrive à les rendre intelligentes, on va pouvoir les connecter à l'application puis les gérer comme on le fait avec les bornes, disons, de deuxième génération ou intelligentes. OK. Ben, c'est intéressant parce que ça fait partie aussi là, d'une espèce de préoccupation, je pense que les gens ont de se dire si j'ouvre mon stationnement à de la recharge, appelons ça public, là, ça devient un peu comme une borne publique momentanée, les gens ont peur aussi un peu peut-être au vol d'énergie. Donc, je suis répertorié dans une application, les gens savent que je suis là et qu'il y a un stationnement qui est potentiellement, occasionnellement disponible à la recharge. Quelqu'un pourrait avoir oublié de réserver, voir qu'il est en face de chez nous parce que c'est dans l'application, puis sans rien faire parce que je ne suis pas là, puis je ne peux pas vérifier, il vient se stationner dans mon driveway puis il se recharge. Ça pourrait arriver. Donc, ça pourrait arriver, mais écoutez, je pense que c'est pas le... je pense pas que ça soit un gros problème dans cette communauté-là. Puis c'est sûr que ça peut arriver comme il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais ultimement, c'est ça, en contrôlant ces bornes-là de première génération un peu mieux avec, disons, en les rétrofitant pour les rendre intelligentes, tu viendrais régler le problème. Je tiens tout de suite à dire, puis ça fait 14 ans, là, bientôt 15 ans que je roule électrique, impliqué au niveau de l'Association provinciale des véhicules électriques et dans toutes sortes de trucs, et j'ai à peu près jamais entendu parler de gens qui se faisaient voler de l'énergie à la maison, de quelqu'un qui venait se recharger là, je veux dire, de façon sournoise, là. Premièrement, parce que c'est beaucoup trop long. Je veux dire, aller voler quelque chose chez quelqu'un, là, tu laisses une pelle dans l'entrée, puis quelqu'un te vole ta pelle, ça prend 32 secondes et quart, voler la pelle. Charger une auto pendant 4 heures, je veux dire, c'est difficile d'être discret. T'es stationné dans le driveway de quelqu'un pendant des heures. Fait que c'est avec pas la plaque trop, d'immatriculation puis un char de 60 000 $. Je le dis parce que les gens, les nouveaux, ont cette peur-là. On l'entend souvent, par contre, de la part des nouveaux électromobilistes. J'ai installé une borne à la maison. Encore avant hier, je donnais une conférence dans une bibliothèque municipale sur les véhicules électriques. Puis il y a quelqu'un qui me disait comment je vais faire pour m'assurer que mes voisins ou quelqu'un ne vient pas se recharger sur ma borne. Ils ont peur de se faire voler d'énergie. C'est la réponse que je lui ai donnée, tout simplement parce que être stationné pendant 4 à 6 heures dans votre stationnement, c'est tout sauf discret. Là. Je veux dire, les probabilités de se faire pogner sont assez grandes. Donc, mais juste pour ça, Martin, moi j'en ai une borne à Montréal et je la donne à mes voisins, ma borne. Venez-vous-en parce que justement, je trouve que quand c'est pas utilisé, j'aime pas ça, c'est pas optimal.
je donne ma borne pour l'instant à mes voisins, puis en échange de quoi, ils m'offrent des bouteilles de vin à la fin de l'année. Il y a une espèce de commerce qui se fait, mais c'est juste pour rendre service. Parce que moi, j'ai une borne, mes voisins ont des véhicules électriques, puis ils n'ont pas de borne. Fait que je me dis, viens chez nous, ça ne me dérange pas. Ah, tout à fait. Et puis ça devient, c'est tellement, ça coûte tellement pas cher une recharge, de un, là. Puis de deux, on est conscient dans des quartiers résidentiels, surtout, ça fait partie, je pense, un peu de l'entraide aussi, puis le bon voisinage, là. On a pas un weed eater, mais je sais pas, un taille-haie qu'on utilise pendant 1h30, une fois par année. Puis on a tout le monde, un à côté de l'autre, chacun notre taille-haie. Maintenant, on pourrait-tu, regarde, moi, je vais acheter le taille-haie, toi, tu vas acheter tel autre outil, puis on va se les prêter. Un autre exemple probant, c'est, mettons, vous habitez dans un quartier résidentiel, vous avez de la visite qui vient de l'extérieur, puis il y a des gens qui ont un véhicule électrique, puis vous n'avez pas de borne. Ouais. Puis là, tu sais, ça serait le fun pour aller chez le voisin, quatre portes à côté, puis dire, hey, je vais mettre mon auto là, puis tu sais. Moi, tu sais, chez moi, j'ai évidemment une borne, là, et j'ai 3 voisins, donc les 2 chaque côté de moi, et l'autre juste à côté. Donc, on est 4 maisons en ligne avec des bornes. Et moi, dans ma famille, pour des raisons qui relèvent de l'évidence et de la contagion, tout le monde a des voitures électriques. Donc, ça arrive dans des parties de famille que j'avise mes voisins, puis j'ai les 4 bornes, donc la mienne et les 3 voisins à côté de moi, ont des membres de ma famille qui sont là branchés en train de se charger, puis c'est correct. Je te parle pas de Noël parce que tout le monde en a besoin, mais tu sais, la fête d'un enfant, par exemple, et c'est quelque chose de courant. Donc, votre application pourrait permettre aussi d'ajouter cette fonctionnalité-là, même dans un contexte où les gens qui arrivent ne connaissent pas les gens à proximité. Donc, il y a ça, mais pensez aussi à toutes les bornes au Québec qui sont, mettons, vous partez en vacances, en road trip quelque part au Québec, puis vous arrivez dans une microbrasserie, puis ils mettent des bornes qui sont là à la disposition des gens, puis tu sais, il y a des gens qui comprennent pourquoi c'est là. Imaginez-vous si cette microbrasserie-là, qui en ce moment met des bornes gratuitement, puis qui donne son électricité, puis qu'il y a en permanence 4-5 voitures électriques qui sont branchées, ça coûte quand même cher à ces commerces-là. Donc, de pouvoir mettre, leurs bornes sur un réseau, qui existerait une application, ça attirerait encore plus d'électromobilistes. Puis 2, ça générerait des revenus pour ces gens-là. Donc, il y a toutes sortes de bornes orphelines, j'appelle ça comme ça, qui auraient intérêt à être mises en réseau et qu'on aille. C'est améliorer l'information. Tu sais. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est de s'assurer que, oui, je peux aller là, on sait qu'ils sont là. Fonctionne. Ouais. Puis je suis prêt à payer pour ça. Puis les gens sont prêts à payer pour ça. C'est pas ça le problème des électromobilistes, là, tu sais. Donc, moi, je préférais être sûr, si je paye, je sais que ça marche. Et c'est ça qu'on achète un peu la paix d'esprit. C'est ça qui est formidable avec ce concept-là. Tout à fait. Écoute, le temps file, mais là, donc, au moment où on se parle, au moment où on enregistre, le site web est là. Les gens peuvent aller sur le site. Tu peux redonner l'adresse du site web, peut-être? Donc, le site web, c'est sharcharge.io. Et là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les gens à venir s'ouvrir un compte, mettre leur borne sur la carte. Et là, parce qu'évidemment, on ne peut pas ouvrir tout à la recharge tant qu'il n'y a pas de borne. Donc, on encourage les gens à venir mettre leur borne. Puis, d'ici quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, on va ouvrir l'application à la recharge. Donc, on va aussi déployer des applications téléphoniques qui sont disponibles sur le Play Store, sur le Apple Store aussi, mais ne sont pas encore tout à fait à notre goût. Donc, ils sont toujours un peu en rodage. Puis, on va prendre tous les commentaires de tous les premiers users. Ouais. Je pense que votre communauté de Silence on roule, vous seriez probablement des super users. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. N'hésitez pas aussi à aller mettre vos bornes disponibles. Puis nous, on veut monter un réseau. Puis l'ambition, c'est de faire le plus grand réseau de recharge au monde. Parce que si on y pense, il y a 400 000 électromobilistes au Québec. Si on met 10 de ça, ça fait 40 000 bornes. Pas beaucoup de réseaux aussi développés que ça dans le monde. Puis c'est ça l'ambition, c'est de créer un réseau d'importance de recharge, puis de faciliter un peu la vie à toute cette communauté-là, soit des gens qui ont des bornes, soit des gens qui ont des véhicules, des gens qui se déplacent d'une ville à l'autre, entre les villes, rendre des services à des voisins, optimiser aussi la recharge pour des commerces justement qui ont des bornes qui sont sous-utilisées, mais aussi qui leur coûtent quelque chose, mais qui ne ramènent rien. Donc tout ça, on pense qu'il y a un marché qui est là, puis on souhaite l'optimiser au cours des prochaines mois et années. On va mettre évidemment le lien vers Charge va être dans les références du podcast. Donc, si les gens ne l'ont pas pris en note, vous pouvez aller dans les références puis cliquer dessus pour y accéder directement. Une petite question peut-être en terminant, François. Je ne sais pas si c'est disponible, cette information-là. C'est peut-être le seul point qu'on n'a pas abordé. L'aspect, parce qu'on parle de générer des revenus pour la personne qui met sa borne en partage. Comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est une tarification déterminée? Est-ce que chaque propriétaire va déterminer le coût? Qui va gérer le transfert d'argent et de quelle façon? Et j'imagine que vous allez avoir forcément des frais, vous allez vous garder un certain pourcentage parce que ces systèmes-là, c'est pas gratuit. Est-ce que c'est défini la structure tarifaire? Comment ça va fonctionner? On laisse la structure tarifaire au choix de la personne qui loue sa borne. On peut comprendre que ça coûte environ $1 de l'heure, charger un véhicule, ou 75 cents $1 de l'heure. Donc, les gens, on pense qu'ils vont charger entre $1 et $4 de l'heure.
Et c'est un peu comme de l'immobilier, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines bornes qui sont super bien placées, qui ont une valeur immobilière élevée. Donc, si vous êtes la seule borne dans un petit village, puis il y a plein de gens qui viennent à Noël, par exemple, puis ils veulent se charger, je pense que vous avez comme un corner sur le marché, comme on dit. Donc, mais ça va être quand même au choix de l'électromobiliste. Puis évidemment, il y a le circuit concurrent qui est circuit électrique qui vend de la recharge un peu subventionnée, surtout au niveau 2, là, sur le bord des rues. Donc, tu sais, mais je pense qu'entre 1 et 3 $, je pense que c'est raisonnable. Il faut penser que la borne, si ça coûte $1 d'électricité, la borne, il faut que ça se repaye. Une borne, ça vaut 1500 $ peut-être. Donc, il y a un amortissement aussi auquel il faut réfléchir, puis il y a une part de profit. Puis effectivement, nous aussi, on se prend une part de profit un peu comme Uber et Airbnb. Donc, c'est ça le modèle de ces applications-là. Okay. Donc, l'usager, quand il va ouvrir, là, quand il ouvre son compte, puis qu'il met sa borne en disponibilité, il y a une case où il choisit le taux horaire. Exact. Ça marche par taux horaire, c'est pas... C'est ça. Nous, on loue la borne. C'est ça qu'on fait. On ne vend pas d'électricité, on loue la borne. Ouais. Donc, la borne, tu sais, l'électricité, vous la donnez, puis vous louez la borne, par contre. OK, excellent. C'est très clair. Ben écoute, François, je vous souhaite bonne chance dans le développement de cette application-là. On s'en parlera peut-être dans un petit bout de temps, voir comment c'est rendu. On va suivre aussi la sortie prochaine des applications mobiles. Je pense qu'ils vont devenir les gens qui sont en déplacement, c'est peut-être le réflexe un peu plus naturel là, de sortir le téléphone puis de regarder où sont les bornes puis être capable de se trouver un spot où aller se charger. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans cette démarche-là. C'est une très belle initiative. Merci. Merci, Martin, pour l'invitation. Merci. Bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, bonjour. Salut Martin, ça va? Ça va très bien, merci. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu nous parles d'un concept dont on entend parler presque automatiquement quand on s'achète une voiture électrique, le freinage régénératif, mais sait-on vraiment ce que c'est? Alors, le freinage régénératif, c'est la capacité d'un moteur électrique à fonctionner à l'envers. Donc, en accélération, un moteur électrique, c'est comme un moteur à essence, ça consomme de l'énergie. Et donc, ça entraîne les roues et c'est un moteur, quoi. Par contre, quand on relâche l'accélérateur, ben là, la magie opère et ce sont maintenant, c'est le moteur ou les moteurs des roues qui va renvoyer de l'énergie, en fait, de l'électricité dans les batteries. Et ça, c'est basé sur une loi de Faraday-Lenz que par rapport au flux magnétique qui est induit dans un courant électrique. Mais donc, ce qu'on peut dire pour simplifier, c'est que le moteur, en fait, électrique, une fois qu'il profite de l'élan, de l'inertie, en fait, devient une génératrice. Donc, il va renvoyer ce courant dans la batterie. Et donc, ça crée, en même temps que ça renvoie du courant, ça va aussi également freiner les roues, puisque rien ne se perd en physique. Hein, rien ne se crée. Rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, effectivement, c'est ce qui fait que ça va ralentir en même temps la voiture. Pour illustrer un peu pour les auditeurs, là, peut-être que certains d'entre eux se rappellent de la fameuse petite dynamo qu'on installe sur notre
véhicule, notre petit vélo, et avec une lumière en avant. Ça, tu dis ça parce que tu as quand même beaucoup plus que 22 ans. Oui, il n'y avait pas les éclairages au DEL là, qui marchent pour 4 ans. Je préférais me pas rappeler de ce genre, parce que quand je pense à ça, je me rappelle les années 70, puis là, ça ne me rajeunit pas. Non, je sais. Mais quand même, on se rappelle que lorsqu'on allume cette fameuse petite lumière-là, cette dynamo-là, donc on entraîne la dynamo quand on pédale, et plus on mettait une lumière qui éclairait fort, là, puis souvent le système avait 2-3 intensités, plus ça demandait d'électricité, plus c'était forçant. Et voilà. Donc, ça nous freinait. C'est exactement ce principe-là qui s'applique aux véhicules électriques en mouvement. Plus il y a de puissance, plus ça va créer un champ magnétique, plus ça va ralentir, en fait, les roues de la voiture. Donc, Laurent, quand on relâche l'accélérateur, là, ce qui se passe, c'est que le véhicule continue à avancer, évidemment, par son air d'aller, son inertie. L'inertie cinétique, Donc, il va continuer pendant un certain nombre de mètres. Oui. Et en avançant, les roues font tourner le moteur électrique qui va générer de l'électricité. Exactement. Qui va être récupéré, envoyé vers dans la les batterie et va freiner par le fait même le véhicule. Plus il renvoie d'énergie dans la batterie, plus il a la capacité de renvoyer l'énergie dans la batterie, plus il va créer un champ électromagnétique important qui va lui ralentir les roues. OK. Mais ce freinage-là, et corrige-moi si je me trompe, il est très variable, par exemple, d'un modèle de véhicule à l'autre, ou même certains véhicules, on peut le paramétrer plus ou moins fort. Qu'est-ce qui détermine la force de freinage lorsqu'on... Là, tu essaies de me piéger pour savoir si j'ai bien compris le principe. Hein. Entre autres, oui. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent faire varier ça. De un, il y a la capacité de la batterie à recevoir du courant, la puissance qu'elle est capable de récupérer. Il y a également la capacité du moteur, le calibre du moteur en réalité. Et puis ensuite, il y a tous les éléments qui vont entre les deux et il y a également la température extérieure. Hein. Vous le savez, si vous avez un véhicule électrique, vous partez avec une batterie froide, le système ne va pas renvoyer beaucoup d'énergie dans la batterie en décélération parce que la batterie ne peut pas en recevoir. Et donc, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire le BMS en bon français, gestionnaire de batterie, qui va lui gérer un petit peu tout ça. Donc, c'est toutes ces variables-là qui vont faire que votre régénération va être plus ou moins forte. Puis aussi, il faut le dire, sur les moteurs sur les voitures avec 2 essieux, avec un moteur sur chaque essieu, là également, on a plus de capacité de renvoyer de l'énergie dans la batterie. On a 2 moteurs en parallèle, donc les 2 peuvent envoyer leur propre flux d'énergie, ce qui fait que ça va ralentir d'autant plus la voiture. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs variables qui vont faire en sorte que ça va freiner plus ou moins quand ça va régénérer. Mais la quantité d'énergie qu'on récupère, qu'on envoie dans la batterie, est-ce que c'est une quantité appréciable, négligeable? Est-ce qu'on se redonne 20 2 Alors, tu vois, je suis curieux et donc j'ai voulu savoir à peu près qu'est-ce que ça donnait parce que ça m'est arrivé de faire des routes de montagne en Europe avec véhicules comme ça, puis tu vois vraiment que tu récupères beaucoup d'énergie. Alors, autant tu en consommes beaucoup dans la montée, autant dans la descente, tu en récupères beaucoup. Alors évidemment, les lois de la physique font que tu ne peux pas récupérer plus d'énergie que ce que tu as consommé. Bien sûr, ça serait trop beau. Évidemment. Mais disons que sur un parcours urbain, on considère que c'est entre 20 et 35 % d'énergie qu'on peut ramener dans la voiture et en montagne, entre 40 et 75 % de l'énergie consommée pendant la montée. Donc on va récupérer, si je consomme, mettons, 100 kWh dans la montée, je peux aller chercher jusqu'à 75 kWh dans la descente qui correspond à la même montée, donc pour arriver à la même altitude. Ce qui est donc pas mal. Ça dépend également de plein de facteurs dont on en a parlé, la chaleur, l'électronique de puissance, le rendement de la batterie, la résistance de l'air, les frottements mécaniques. Il y a plein de choses qui font que ça, mais dans les faits, on arrive à au moins récupérer 40 %, ce qui fait quand même baver d'envie ceux qui ont un moteur à essence parce qu'on ne peut pas remettre du pétrole dans la descente. Oh non, même pas 1 %. Même pas 1 %. Donc imaginez que vous allez récupérer jusqu'à 75 %. J'avais fait le test au Mont Washington, c'était très impressionnant. Oui, tout à fait. Par contre, surconsommer pour monter le Mont Washington, fait que tu es content de pouvoir récupérer en Exactement, descendant. mais avec un moteur essence, tu surconsommes aussi et tu ne récupères absolument rien. Tout à fait. Et pire que ça, tu vas user tes freins à la descente. Oui, ça va surchauffer. Une question que je me pose, Laurent, c'est les nouvelles voitures, on sait que la régénération est très forte, ce qui fait qu'on peut virtuellement faire un parcours de plusieurs dizaines de kilomètres là, sans jamais avoir à vraiment appliquer les freins. Donc, juste la régénération nous permet de ralentir, voire même d'immobiliser le véhicule. C'est le cas avec mon véhicule. Je n'ai même pas besoin de peser sur le frein. Est-ce que la régénération est suffisante pour
arrêter ou freiner complètement le véhicule ou les freins mécaniques interviennent dans le processus? Alors, c'est ça, la conduite à une pédale, c'est que les freins interviennent surtout quand tu arrives à plus basse vitesse. Donc, parce que le freinage régénératif est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, c'est très efficace quand il y a beaucoup d'énergie à dissiper. Et l'énergie, vous l'avez surtout quand la voiture roule vite et que vous lâchez le frein, à ce moment-là, c'est là qu'il y a le plus d'énergie qui va arriver. Mais si vous avez le curseur, vous regardez votre curseur, vous allez voir qu'il va rapidement baisser au même titre que la vitesse. Ça veut dire que quand vous arrivez à très basse vitesse, là, c'est les freins mécaniques qui vont s'appliquer. Donc, les mêmes types de freins que vous avez sur un véhicule à essence, sauf qu'ils vont être appliqués uniquement sur la fin du parcours qui va vous amener jusqu'à l'arrêt. Donc, même si nous, physiquement, on ne pèse pas sur la pédale de frein, le véhicule va lui-même appliquer les freins mécaniques. Alors ça, c'est un procédé logiciel qui est géré par le contrôle de bord de la voiture qui va donc complémenter le freinage magnétique par le freinage mécanique et qui va faire que vos freins, finalement, vont s'user tellement moins sur un véhicule à essence, vous allez pouvoir espérer faire 200 000 km avec un jeu de frein, ce qui est vraiment impossible à faire avec un véhicule à essence. Tout à fait. Ce que tu me décris là, c'est de façon indéniable un avantage très concret. Concret. Est-ce qu'il y en a d'autres? Du freinage régénératif, de l'économie d'énergie, évidemment, c'est sûr. Une autonomie prolongée pour le véhicule, parce que si vous roulez... sur l'autoroute, on s'entend que ça n'a pas beaucoup d'effet, parce que vous n'allez pas souvent appliquer les freins à vitesse constante. Donc, moins d'usure pour les freins, une conduite plus fluide, c'est quand même très appréciable. C'est une des caractéristiques qui est vraiment très agréable de la voiture électrique. Au niveau donc, de la mécanique, en général, il y a moins de mécanique qui intervient, donc c'est sûr que ça a un impact. L'environnement, évidemment, moins de particules fines. On en a parlé, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites négatives sur les particules fines des véhicules électriques, ce qui est complètement faux, puisque vous appliquez moins les freins, il y a moins de particules fines qui vont entrer en suspension dans l'air. Et puis, une sécurité accrue, puisque vous avez vraiment une stabilité du véhicule et une puissance de freinage qui est difficile d'obtenir avec un véhicule à essence. Voilà de beaux avantages de ce freinage régénératif-là. Puis, on se fait souvent poser des questions là-dessus. Je pense que ça vient d'expliquer l'ensemble de l'œuvre. Puis, les gens se posent souvent la question là, si ce freinage régénératif-là serait possible ou pourquoi on ne l'applique pas sur les voitures à essence. C'est la simple et bonne raison, c'est que pour que ça fonctionne, ça prend un moteur électrique. Puis le moteur à essence ne fonctionne pas avec un moteur électrique. Effectivement, certains camions sont dotés de freins électromagnétiques, mais qui sont basés sur un autre principe qui n'a aucune récupération d'énergie. Donc, l'intérêt est vraiment beaucoup limité. Fort intéressant. Merci beaucoup, mon cher Laurent. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Quand on parle de voiture électrique, on pense immédiatement à la voiture individuelle. Mais l'électrique, c'est aussi une véritable révolution dans un autre secteur souvent négligé, les transports publics. Oui, dès les années 2000, plusieurs villes à travers le monde se sont lancées dans l'aventure de la transition énergétique pour leur flotte de bus, de tramways et de trains. Et croyez-moi, c'était loin d'être simple. Nous avons voulu prouver qu'une ville peut fonctionner de manière durable, sans avoir besoin d'engins polluants sur ses routes. L'histoire commence dans les années 90, lorsque des villes européennes comme Londres, Oslo ou Vienne commencent à se poser des questions sur l'empreinte écologique de leur transport public. À l'époque, les bus diesel envahissent les rues et créent une pollution atmosphérique de plus en plus préoccupante. Mais la solution n'était pas encore aussi simple qu'aujourd'hui. Il fallait surmonter plusieurs obstacles. Les technologies de batterie, le coût des véhicules électriques et surtout la fiabilité de ces véhicules pour remplacer les autobus et tramways traditionnels. Le premier véhicule électrique de transport public à connaître un véritable succès fut l'autobus. En 1997, Vienne déploie ses premiers bus électriques en mode expérimental.
Le concept n'était pas nouveau en soi, mais c'était la première fois qu'une ville aussi grande et dense osait remplacer les autobus diesel par des véhicules totalement électriques. Le défi était de taille. Ces bus devaient non seulement avoir une autonomie suffisante pour couvrir les lignes urbaines, mais aussi convaincre les passagers et les autorités qu'un bus électrique pouvait être aussi fiable qu'un bus traditionnel. Un responsable de la Société de transport de Vienne déclare en 1997 : « C'était un pari audacieux, mais nécessaire. Si nous pouvions rendre l'électrique fiable pour les transports publics, alors il serait plus facile de convaincre les particuliers de passer à l'électrique. » Dans le même temps, Oslo, la capitale de la Norvège, se lance également dans l'électrification de ses autobus. Et c'est un succès. En 2009, la ville devient l'une des premières au monde à lancer une flotte de bus 100% électriques pour son réseau urbain de transport. Ces bus ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres, prouvant que l'électrique pouvait fonctionner non seulement dans une petite ville, mais aussi dans un réseau urbain dense. Mais ce n'est pas tout. En 2013, une grande avancée est produite en Chine. La ville de Shenzhen, avec sa population gigantesque et son réseau de bus monumental, devient la première ville du monde à convertir toute sa flotte de bus électriques. Cela représente plus de 16 000 autobus électriques déployés à travers la ville. Shenzhen ne se contente pas de tester un modèle, elle transforme complètement ses transports publics. Et cette initiative a été un tournant décisif dans l'histoire des transports électriques. Si une ville aussi vaste pouvait faire le pari de l'électrique, alors pourquoi pas les autres? Aujourd'hui, les villes du monde entier suivent cet exemple. En Europe, Londres, Paris, Amsterdam et Berlin ont lancé des projets ambitieux de bus électriques. À Paris, par exemple, le plan est de remplacer tous les bus diesel par des véhicules électriques d'ici 2025. Les avantages sont nombreux, moins de pollution, une ville plus propre, moins de bruit, mais il y a aussi un effet secondaire important. La transition vers l'électrique fait baisser les coûts de maintenance des véhicules et offre une économie sur le long terme. Un responsable des transports de Londres déclare en 2021 : « Nous avons prouvé que les transports publics électriques ne sont pas seulement une solution écologique, mais aussi économiquement viable à long terme. » La révolution des transports électriques ne se limite pas aux autobus. En 2016, Shanghai lance un train électrique, suivi par Melbourne et San Francisco, qui déploient des tramways électriques sur leur ligne principale. Ces innovations ont permis de rendre les tramways plus écologiques, mais aussi plus efficaces en termes d'énergie. Et la nouveauté, les tramways et bus électriques peuvent maintenant fonctionner en réseau intelligent avec des bornes de recharge ultra rapides. L'avenir des transports publics est désormais électrifié. Ces initiatives mondiales montrent que l'électrique peut transformer l'ensemble de notre réseau de mobilité publique. Et il ne s'agit pas seulement d'un choix écologique. Il s'agit d'une transition vers des villes plus propres, un réseau de transport plus efficient et une mobilité plus durable pour des générations futures. C'était Retour dans le rétro. La prochaine fois, nous explorerons les grandes avancées des véhicules électriques dans le secteur des transports lourds. Les camions et les poids lourds vont eux aussi connaître une révolution électrique. Ça va être relativement court aujourd'hui en ce qui a trait aux activités, aux événements à venir dans le monde de l'électromobilité. Pour les prochaines semaines et d'ici Noël, du moins à ce qu'on peut voir, il n'y a aucun événement lié à l'électromobilité qui est planifié. Sûrement que les activités reprendront graduellement avec le début de la nouvelle année. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Un remerciement spécial à nos invités collaborateurs aujourd'hui, donc François Boutin-Dufresne, Stéphane Daou ainsi que Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible,
disponibles. Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions d'être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.